Bonjour, bienvenue sur le petit podcast. Je suis Jérémy, kinésithérapeute, passionné de pédiatrie et également jeune papa. Ce podcast est dédié aux parents et aux professionnels de santé souhaitant ouvrir leur esprit et ouvrir leurs connaissances face à la multitude de prises en charge qu'on peut retrouver chez nos tout-petits. Suivez-nous sur nos diverses pages Facebook, Instagram et TikTok. Partagez également nos versions longues sur YouTube et Spotify. On commence sans attendre ce nouveau podcast. Merci pour votre confiance et merci pour votre écoute. Bonjour, bienvenue à tous sur le petit podcast qui est dédié à la pédiatrie. On parle de médical, paramédical et de médecine parallèle. Aujourd'hui, on se concentre sur le médical parce qu'on accueille Elisabeth Henrion qui est pédiatre, néonatologue et chef de service au CHRSM de Namur. Elle nous parlera du suivi à avoir avec un enfant prématuré, notamment à l'hôpital et après, quand on rentre à la maison. On parlera également des conseils aux parents, de qu'est-ce qui se passe finalement dans un service de néonatologie, qui est un service plutôt fermé, auquel on peut rarement rentrer. Aujourd'hui, on va ouvrir les portes de la néonate. On va expliquer aussi quels sont les points d'attention à avoir avec un enfant prématuré, quelles sont les choses qui sont mises en place dans le service de néonate, quelles sont les avancées en termes de prise en charge. Tout ça, on le voit avec le docteur Henrion. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jérémy. Je vais commencer tout de suite par te poser une question évidente, simplement te présenter, si tu peux nous dire qui tu es, d'un point de vue privé, mais surtout professionnel. Donc voilà, je suis pédiatre et néonatologue, c'est-à-dire que je suis spécialisée dans la prise en charge des tout petits. Normalement, la néonatologie, c'est les enfants de 0 à 1 mois. Et C'est donc, petit. oui, vraiment les tout petits. Et donc, quand on dit 0 mois, mais c'est même ceux qui sont nés avant terme, hein. Ah ouais, Donc, ouais. la néonatologie s'intéresse principalement quand même aux enfants qui naissent prématurément, donc avant 37 semaines, mais aussi aux naissances un peu différentes. Les bébés qui ont parfois du mal à s'adapter, les bébés chez qui on a dépisté une anomalie en anténatal. Donc, ces bébés-là, en général, ils séjournent dans un service comme le mien au CHRSM, donc site Meuse. Et donc notre service, il comporte 2 parties, vraiment une partie de soins intensifs néonataux et une autre unité qui s'appelle l'unité, kangourou. Et donc sinon je suis, pédiatre, c'est que pour être néonatologue, on doit d'abord, faire la médecine comme tout le monde et puis on a 5 ans de pédiatrie et puis on a une surspécialisation en néonatologie pour vraiment, être le plus au point pour s'occuper de ces tout petits. Voilà. C'est quelques années quand même, quoi, donc. Voilà, j'ai quelques heures de vol. D'accord. Et du coup, vous venez d'où? Ah, donc moi, à la base, je suis liégeoise. D'accord. Donc j'ai fait mes études de médecine à Liège, la pédiatrie à Liège, mais en cours d'assistanat, on doit un peu voyager. Donc j'ai travaillé au Luxembourg, en région liégeoise. Et puis j'ai fait ma formation en néonatologie à Lyon. Je suis restée 2 ans. Et puis j'ai travaillé 2 ans à Recourt, donc en néonatologie. Puis j'ai rencontré mon mari, enfin celui qui est devenu mon mari. J'ai travaillé 6 ans à Charleroi, à Notre-Dame, et ça fait maintenant 14 ans que je suis responsable du centre néonatal au CHR. Ouf, eh ben, c'est un Voilà, fameux parcours. voilà. Superbe. Et donc, en quoi consiste finalement ce service de néonat dans l'hôpital dans un hôpital comme le vôtre, comme au CHR? Mais donc, comme je disais, il faut vraiment imaginer qu'on a 2 parties qui sont vraiment Mhm. distinctes. Donc, vraiment les soins intensifs, ou quelque part, ça ressemble quand même à des soins intensifs comme chez les adultes. Donc, on a malheureusement beaucoup de bruit, malheureusement beaucoup de lumière, parce que tous nos bébés sont sur surveillance par monitoring en permanence. Alors, actuellement, au CHR, on a encore ce qu'on appelle des open space. On a vraiment une grande salle commune, mais qui est quand même divisée en 3 zones. On a vraiment la zone la plus intensive pour les bébés qui sont le plus malades, ceux qui nécessitent les surveillances les plus rapprochées et qui ont la plupart du temps besoin d'une assistance respiratoire plus ou moins importante. Et puis on a une partie où les bébés sont vraiment déjà en phase de stabilisation, et puis la troisième partie qui est vraiment la phase de préparation pour le retour à la maison. Alors, notre service a été assez sympa. C'est une graphiste, une illustratrice de livres pour enfants qui est venue le décorer. Et donc, toutes ces zones sont identifiées à l'aide d'animaux, en fait. Donc, Ah la oui, partie la plus intensive, c'est chez les koalas. Puis, on va chez les oursons. Et quand tout va bien, on passe chez les hérissons. Donc, ça, c'est pour... Oui, on aime d'accord. beaucoup les animaux. Et donc, ça, c'est pour les soins intensifs néonataux. Et puis, par contre, on a à l'étage ce qu'on appelle un service N-Star.
ou néonatologie simple, mais et qui nous, on appelait ça l'unité kangourou. Vraiment, on aime beaucoup, beaucoup les animaux. L'avantage de l'unité kangourou, c'est que en fait, ce sont principalement des chambres. Alors on dit maman bébé, mais c'est plutôt parent bébé, puisque maman peut rester en permanence auprès de son bébé, et il y a un lit pour le papa aussi. Comme ça, tout le monde peut rester auprès du bébé tant que son séjour chez nous est indispensable. Et donc nos chambres, elles ressemblent vraiment à des chambres de maternité. La particularité, c'est qu'il y a un coin dans la chambre qui est dédié vraiment pour les soins du bébé, où on a le monitoring, parce que ce sont ces bébés quand même qui sont Mmh. sous surveillance. Il y a moyen de les perfuser, il y a moyen de les alimenter par sonde si c'est nécessaire. Mais OK. voilà, donc ça permet quand même de démédicaliser de manière assez importante, et surtout, c'est de pouvoir permettre à la maman d'être présente, au papa d'être présent aussi, et surtout de pouvoir porter le plus longtemps possible leur bébé, parce qu'on sait que la méthode kangourou, donc ce portage en peau à peau, est vraiment très important dans le devenir des enfants. OK. Donc là, vous avez vraiment une unité qui est intensive et là, malheureusement, on n'a pas l'espace par an pour que tout le monde puisse rester là tout le temps. Et puis là, dans l'unité kangourou, oui, il y a tout Ouais. ce système qui a été mis en Oui. place. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur le fait que Lydie Sainte, qui est sage-femme à l'unité kangourou, d'ailleurs, je crois que c'est la chef de service, si je ne me Oui. trompe pas, sera avec nous dans le prochain podcast que je vous inviterai à découvrir. Bon, voilà, ça c'était pour le petit aparté. Mais donc on a toujours personnellement, j'imagine que c'est un enfin que tout le monde a cette même vision. En néonat, c'est quand même un service qui est, émotionnellement compliqué, mais qui est en même temps, médicalement compliqué aussi. Donc, qu'est-ce qui vous a attiré dans de pouvoir gérer ça tous les jours d'une part et qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Ah oui, alors effectivement, je trouve que, on est un peu un monde à part. Je dirais que le service de soins intensifs néonataux, c'est quand même un petit îlot comme ça Ouais. au milieu d'un grand hôpital. C'est un lieu de grande joie, mais aussi parfois de grande peine. Ce qui m'a personnellement attirée dans la néonate, c'est vraiment que c'était, une discipline particulièrement complète, parce que à la fois, c'est une discipline médicale technique, parce que, on doit parfois intuber des bébés, on doit mettre des cathéters, parfois on doit mettre, on doit mettre des drains. C'est quand même, donc il y a une certaine forme de technologie. On fait aussi, des échographies transtonnellaires, on fait des échographies, cardiaques, mais c'est aussi, je trouve, un endroit d'une humanité extraordinaire. Enfin, en tout cas, on essaye d'y mettre une grande humanité, puisque, on accompagne des gens à un des moments qui est le plus extraordinaire dans la vie d'un adulte, c'est le moment Mmh. où on devient parent. Et je trouve que d'accompagner vraiment ces parents dans ces moments quand même qui sont si compliqués, si difficiles, je trouve que, à titre personnel, ça apporte vraiment beaucoup de choses. Maintenant, parfois, c'est aussi des moments, comme je disais, qui sont douloureux, parce que, voilà, on est un des services de pédiatrie, en tout cas, où on a le plus de décès quand on compare un service de pédiatrie Ouais, bien sûr. générale. Et donc ça, ce sont des moments qui sont effectivement beaucoup plus douloureux. Mais vraiment, la néonate, je trouve que, c'est une discipline tellement, tellement complète. Et puis on a aussi, une, comment dirais-je? Une gratification très très rapide. C'est qu'un bébé ne va pas bien, il présente une détresse respiratoire, et alors on a ce médicament miraculeux qui s'appelle le surfactant, et donc on endort un peu le bébé, on lui passe une petite sonde par la bouche, on va instiller ce produit directement dans sa trachée, et ce bébé qui avait du mal vraiment à respirer, Ouais, ouais. dans les 2 minutes, on rend vraiment que sa respiration devient beaucoup plus ample, beaucoup plus spontanée. On voit que les besoins en oxygène Mmh. diminuent. On a un côté comme ça un peu, quasi de sorcier, où en Ouais. 3-4 minutes les enfants vont mieux. Non, je trouve que ça c'est ça c'est un côté Ça quand vaut même la qui est peine. très intéressant. Mais, D'accord. Vous écoutez le petit podcast. Et est-ce que toi, au niveau personnel, maintenant, on sort un peu du professionnel, oui. est-ce que tu arrives à faire la part des choses entre l'émotionnel et le professionnel? Est-ce que parfois, en rentrant à la maison, des fois, on n'a pas tout ce bagage émotionnel de la journée qui retombe? Comment rester droit dans le professionnel quand on est constamment face à des événements compliqués à gérer? Alors je pense que nous, les néonatologues, comme les infirmières qui travaillent en néonatologie, parce que, on est vraiment toute une équipe, hein. Je pense que, la multidisciplinarité chez nous, on la vit vraiment au quotidien.
Je pense que quelque part, on est un peu comme des artistes, parce que comme l'artiste a le trac avant de monter sur scène, et quelque part, il aime bien avoir le trac. Je pense que pour travailler en néonatologie, il faut aimer le stress quand même quelque part, ces zones qui sont un peu de tension. Et non, je sais pas, moi, j'avoue que j'ai pas eu vraiment de difficulté à faire la part des choses. C'est vrai qu'on ramène quand même parfois à la maison des situations qui sont difficiles, mais c'est surtout la peine des parents qui est, Ah oui. la peine des parents qui est difficile. Et mais par exemple, moi j'ai eu 3 enfants qui sont tous les 3 nés à terme et par exemple, j'ai jamais imaginé que mes enfants auraient pu naître prématurément et comme nous on n'est pas écartés, moi j'ai travaillé jusqu'à 40 semaines en néonatologie. Ça a posteriori, je me suis dit: «Mon Dieu, Élisabeth, quelle horreur!» Je travaillais avec un ventre énorme, je savais quasi bras tendus pour travailler dans la couveuse Ouais, oui. et je me dis: «Qu'est-ce que certaines mamans qui étaient là avec leur bébé tout petit ont dû se dire de ce médecin qui continuait à travailler enceinte quasi, jusqu'aux yeux?» Et mais non, je sais pas, je crois que j'ai quand même un psychisme un peu particulier qui fait que c'était Ouais. un peu cloisonné. Mais ce qui est important aussi pour vivre ça, ces moments difficiles, c'est d'être une équipe, hein. Et je pense que, l'équipe, c'est quelque chose de fondamental dans des services Ouais, ouais. comme le nôtre parce que rien n'est concentré sur une personne. Alors c'est vrai que c'est toujours le médecin qui quelque part a la décision finale, mais par contre ce sont les infirmières qui passent plus de temps au chevet du bébé et surtout, qui sont présentes tout le temps d'une pause, hein. Donc 8 heures auprès d'un Mmh. papa ou d'une maman qui souffre, ça c'est vraiment difficile. Et Mmh. je trouve que c'est sans doute plus difficile pour elles que pour nous, où on peut toujours, un peu s'enfuir dans le bureau médical et où on est souvent bah, elles sont attribuées à un bébé. Nous, bah, on a parfois la totalité du service à gérer, puis on a nos consultations à gérer, puis il y a parfois la salle d'accouchement où Ouais. parfois on peut être appelé. Donc, nous, on a quand même des distractions un peu en permanence, tandis qu'elles, elles sont là vraiment les 8 heures de leur pause. Ben oui, ben, elles vont quand même aller manger, hein, mais elles sont J'entends quand même bien, vraiment vraiment ces impliqué, oui. éponges émotionnelles. Et nous aussi, les pédiatres et néonatologues, on assume aussi le suivi de ces grands prémats et donc on les voit grandir, on voit la famille aussi, comment Mmh. la famille s'est construite autour de ce tout petit. Donc là aussi, pour nous, c'est très gratifiant aussi. Parfois, je trouve que pour les infirmières, même si les gens viennent volontiers remontrer leur bébé, dès qu'ils repassent à l'hôpital, mais les infirmières, elles ont un peu parfois moins cette vision à plus long terme Oui, ce suivi. que oui, ce Ça suivi que va, oui. vraiment la période de la néonate, qui effectivement est une période, d'une intensité émotionnelle, hem, hors norme, je Mmh. dirais. On sait qu'à peu près 30 des parents dont le bébé va séjourner dans un service, de néonatologie intensive, va faire un syndrome de stress post-traumatique. Ah oui. Parce que, surtout les tout petits, hein, je parle vraiment des prématurés, des très grands prématurés, donc qui naissent avant 28 semaines ou des prématurés extrêmes qui naissent avant 26 semaines. On leur dit: «Tant que le premier mois n'est pas passé, on ne peut pas être sûr que l'enfant va survivre» et donc ils ont cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête où chaque fois que le téléphone sonne, Ah ouais, ils ouais. ont peur que ce soit le service qui appelle pour dire que ça ne va pas et donc on sait que, et donc vraiment que ça va être il va falloir métaboliser après pour le retour à Ah la oui, oui. maison Quelle charge à porter, oui, pendant ces un mois, émotions c'est intenses. Oui, le oui, plus long mois franchement. du monde, quoi. Oui, non, C'est non. mais on y revient souvent, je reviens par rapport à ce que vous disiez par rapport à l'équipe. Enfin, maintenant, je croise de plus en plus de professionnels de santé et c'est vrai qu'on y revient souvent à cet esprit d'équipe qui est importante et ça fait plaisir que même ici dans des choses vraiment très compliquées à gérer, finalement, on arrive quand même à gérer ça en équipe et que l'équipe est importante et le socle vraiment sur lequel les parents peuvent se poser, quoi. Ah oui, sans une équipe, un service de néonatologie ne peut pas fonctionner OK. parce que, les infirmières comme les parents enfin, on fait une équipe quand je dis équipe, c'est même équipe avec les parents Mmh mh. puisque, on fait beaucoup, en néonatologie ces 20 dernières années, ce qu'on appelle des soins de développement. Donc on essaye vraiment d'accompagner les tout petits et un des piliers fondamentaux des soins de développement, c'est les soins centrés sur la famille. C'est que pour eux, les parents deviennent vraiment partenaires des soins et donc très vite, on va leur demander enfin, dans la mesure de leurs possibilités et de leur tolérance, c'est de participer aux soins. D'abord, ils vont simplement contenir le bébé et puis après, ben, c'est eux qui vont prendre la température, Ouais, enfin, changer le bébé. Ils vont avoir une place de plus en plus, importante. importante et donc ces soins de développement, c'est vraiment imaginer le bébé comme étant au centre, comme étant la Terre finalement et nous on est toutes les Ouais, planètes gravité. voilà et donc nous on fait partie du système solaire enfin du système, Système. qui tourne autour,
autour de la planète bébé. Et donc les D'accord. parents sont fondamentaux, les infirmières, c'est fondamental, et toute la logistique qui soutient Mmh. un service de néonat. Donc maintenant, plutôt d'un point de vue, logistique et d'organisation, qui et pour quelles raisons, quelqu'un ou un patient ou un bébé vient dans votre service? Quelles sont les raisons principales pour lesquelles on voit les enfants arriver en néonat? Mais donc, comme je disais tout à l'heure, la première cause, c'est quand même ce sont les bébés prématurés qui représentent la cohorte la plus importante de nos services. Et donc nous, au CHR, on prend en charge, dans le service de soins intensifs, dès qu'ils naissent avant 35 semaines, Mmh. simplement parce que ce sont quand même des bébés qui vont nécessiter une surveillance un peu plus rapprochée. Et en gros, la différence entre un service NIC, donc soins intensifs, ou NSTAR, néonatologie simple, c'est surtout le ratio infirmière-patient. Puisque chez nous, une infirmière va être dédiée à 2, 3, 4 patients maximum, tandis que en néonatologie simple, il y a une infirmière pour 5, 6, 7, Ah parfois oui. voire même 8 bébés. Et donc, ces bébés qui naissent avant 35 semaines, ils viennent systématiquement chez nous et leur séjour sera plus ou moins prolongé. Maintenant, voilà, on sait qu'un bébé qui naît prématurément, sa première grande difficulté, c'est vraiment l'adaptation sur le plan respiratoire. Ils ont régulièrement besoin d'avoir un soutien. Alors, dans l'immense majorité des cas, on essaye de faire ce qu'on appelle la ventilation non invasive, hein, comparé à la ventilation invasive, où là, on va vraiment passer un tube et Ouais, avoir ouais. vraiment, les mettre vraiment ce qu'on appelle sous respirateur, avoir un tube qui va directement dans la trachée, qui va vraiment respirer quasi à la place du bébé. La plupart du temps, on essaye de faire ce qu'on appelle la ventilation non invasive, soit avec de la CPAP, comme les adultes qui ronflent la nuit, Oui, je donc vois bien. vraiment, voilà, soit un petit masque nasal, soit une petite canule dans le nez qui souffle de l'air en permanence, qui va vraiment stabiliser la cage thoracique du bébé, va vraiment faciliter les échanges, va aussi fort diminuer son Mmh. travail respiratoire. Et donc, je dirais qu'avant 32 semaines, la plupart des bébés qui naissent vont avoir besoin de ce type de support OK. respiratoire, parce que vraiment la maturation de tout l'arbre pulmonaire va se terminer à 32 semaines, et qu'on sait que jusqu'à 34 semaines, on a un risque de détresse respiratoire. Donc Mmh. vraiment, on a un risque que ce bébé ait quand même ait un peu du mal à s'adapter, et donc ait besoin Mmh. de ce genre de support. Et puis après, on essaiera de le diminuer le plus rapidement possible. OK. On fait, vraiment ce qu'on appelle des soins individualisés. Il n'y a pas un protocole en fonction d'un âge gestationnel. On soigne vraiment le bébé en fonction des signes qu'il nous montre, en tenant compte effectivement quand même de sa prématurité. Il y a quand même des choses, Qu'il faut suivre quand même, oui, avec oui, bien sûr. attention. Maintenant, voilà un bébé qui va super bien, qui a pas besoin de support respiratoire, même s'il a pas 32 semaines, Oui, oui, oui. ben, on va alléger son support respiratoire. La même chose que pour, son alimentation. Il faut quand même plutôt attendre 33 semaines pour qu'on ait une coordination complète entre la succion et la déglutition. Mais parfois, à 32 semaines, on a des bébés qui montrent des super beaux signes d'éveil, qui arrivent à avoir des bons trains de succion. C'est-à-dire quand on les fait téter, on voit qu'ils arrivent vraiment à téter au moins 5, 6 fois d'affilée. Donc ces bébés-là, on va proposer un peu plus tôt qu'ils soient alimentés, soit au biberon, soit les mettre au sein, puisque on va quand même privilégier D'accord. l'allaitement maternel Est-ce que en vous me néonat. parliez des prémas, la question c'est pourquoi, quelles sont les raisons en fait de cette prématurité? Alors la première raison, c'est les infections. Ah, C'est vraiment l'infection. Et alors l'infection, bah, on n'a de pas la maman on d'expli parle? oui, oui, en fait, l'infection, c'est vraiment, ben, le bébé, lui, il est dans un milieu stérile, hein, puisque Mmh. dans sa poche des os, il est à l'abri de tous les microbes. Et on ne sait pas pourquoi chez certaines mamans, alors que, ben, même si la flore vaginale, c'est forcément, il y a des microbes qui sont présents, parfois il y a un microbe qui va pouvoir se développer de manière anormale et va pouvoir, comment dirais-je, progresser le long des voies naturelles. Et c'est ce qu'on appelle une infection ascendante, c'est que le microbe qui est présent dans le vagin va arriver au col de l'utérus, traverser le col de l'utérus, va enflammer finalement les membranes et le placenta, et va créer ce qu'on appelle une chorioamniotite, et ça va entraîner une naissance prématurée. Prématuré, Donc ouais. ça, c'est la première cause d'infection, c'est ce qu'on appelle par voie ascendante. Et puis par contre, on a aussi, quand des mamans elles-mêmes sont malades, une maman qui fait, une infection sévère, ben, parfois ça va aussi entraîner, une naissance prématurée. Mmh. Et alors malheureusement pour ces infections, comment dirais-je? Ce développement de l'infection chez la maman,
il n'y a pas vraiment de cause, favorisante. Il y a pas quelque chose que la maman a fait, qu'elle aurait pas dû faire ou qu'elle aurait pas dû f enfin, qu'elle aurait dû faire et qu'elle a pas fait. Donc c'est vraiment la faute à pas de chance Ouais, on ne sait pas pourquoi, cette voilà, de infection a temps en temps démarré, quoi, voilà. ouais. Vous Vous écoutez le petit podcast. vous parliez aussi du stress qui pouvait influencer Ben, le stress, effectivement, on s'est toujours dit que le stress pouvait avoir un rôle dans les naissances prématurées et cette période, du covid qui n'est quand même pas si éloignée de nous, a quand même vu effectivement une diminution du nombre de séjours en néonatologie. Mmh. Mais elle a surtout diminué ce qu'on appelle la prématurité simple, plutôt les enfants qui naissaient entre 32 et 35 semaines. Le nombre de vraiment de tout petits, donc qui naissent avant 28 semaines, il n'a pas changé. On a eu exactement le même nombre de patients. Les laits de préterme aussi à partir de 35 semaines. Mais vraiment, cette zone entre les deux, effectivement, on a Une petite vu diminution, une quoi. diminution du Mmh. nombre de... Parce que dans le Covid, on était quand même dans un esprit, plus à l'aise, moins de stress de la vie quotidienne. Ah ben, les mamans, le fait de faire du télétravail, de pas devoir, prendre sa voiture, de prendre les transports en commun, de Mmh. pouvoir se reposer, se suivre son rythme, ben, effectivement, ça a quand même eu Mmh. un effet bénéfique, en tout cas, C'est important de pour le prolonger les souligner. grossesses. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que ça montre aussi le fait que peut-être qu'on demande un peu trop aux mamans qui sont en grossesse ou fin de grossesse en tout Oui, cas? maintenant, oui, sans doute, en tout cas, qu'il y a des mamans aussi qui ont des circonstances de vie un peu particulières. Ouais, La même ouais, chose ouais. que si elles ont 2 ou 3 autres enfants à la maison, c'est Ouais. difficile de se reposer aussi. Donc Maintenant dans oui, pardon, pardon. dites-moi. Dans votre service, donc on vous a parlé de la prématurité, ça c'est Mmh. une chose, mais vous m'aviez parlé aussi, du fait que, on pouvait retrouver des accouchements qui étaient un peu plus compliqués Oui, et donc là, l'enfant n'est pas prématuré, mais il y a eu un accouchement compliqué qui se voilà. retrouve finalement quand même dans votre Oui, service pour un suivi. oui. C'est dans quel genre de cas on peut se Ben, c'est retrouver ce qu'on appelle les souffrances dans le genre de souffrances fœtales. C'est vrai que, moi je dis souvent: «Si la nature fait bien les choses, elle a pas toujours calculé très large», hein, donc parfois, les naissances peuvent être un peu compliquées. Il y a parfois Mmh. ce qu'on appelle une dystocie, c'est que le bébé va vraiment avoir du mal à sortir par voie naturelle. Parfois aussi, il y a ce qu'on appelle, les décollements placentaires. Ça, c'est vraiment une tragédie où tout d'un coup le placenta, alors qu'il est bien inséré, va vraiment se décoller complètement et donc là, c'est vraiment une urgence obstétricale. Il faut Mmh. vraiment que ce bébé naisse très rapidement et parce qu'une fois que le placenta est décollé, le bébé n'est plus du tout perfusé. Donc il faut vraiment Ah ouais. que ce bébé, naisse très rapidement et parfois, même si tout va très vite, parfois le bébé peut avoir été quand même en souffrance dans le ventre de sa maman et ces bébés vont nécessiter aussi une prise en charge particulière et notamment, on va les mettre ce qu'on appelle sous hypothermie thérapeutique. C'est qu'on va essayer vraiment de les mettre à 34,5 degrés, entre 33,5 et 34,5 degrés pendant 3 jours parce que en fait, ce qui est délétère après, un manque de perfusion au niveau du cerveau, c'est vraiment la tempête inflammatoire que ça crée dans le cerveau du tout Mmh. petit et le fait de les mettre en hypothermie, on pense qu'on diminue vraiment cette tempête inflammatoire et ça permet vraiment de diminuer le risque de séquelles à moyen ou à long terme chez ces bébés qui sont nés dans un contexte de souffrance, OK. fœtale ou mais parfois les souffrances parce que, il y avait un nœud dans le cordon ou le cordon était, il y avait ce qu'on appelle une circulaire Ouais, ouais, je vois. ou parfois effectivement, ben, brutalement, le bébé n'est plus perfusé correctement et ça, c'est forcément délétère pour Mmh. un bébé, même si heureusement la nature a quand même bien fait les choses, c'est que le fœtus est capable de supporter, on considère à peu près 20 minutes d'asphyxie et donc pendant 20 minutes, si le bébé n'est pas bien perfusé, jusqu'à 20 minutes, on pense qu'on peut vraiment le récupérer et lui Ouais. permettre après d'avoir une vie, strictement normale, mais que quand on dépasse ces 20 minutes, ben, parfois l'enfant peut garder des séquelles OK. de cette naissance chahutée. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on a les détresses respiratoires à terme, qui soient dues ou non à une infection, parce que cette infection, donc, elle peut causer une naissance prématurée, mais même, elle peut quand même se dérouler à terme ou proche du terme. Mmh. Et donc, par exemple, un bébé qui ne s'adapte pas très bien présente des signes de détresse respiratoire. Étonnamment, la détresse respiratoire est un signe d'infection chez le nouveau-né. Donc ça, ce sont aussi des bébés qui viennent systématiquement chez nous, Donc en tous les cas sont compliqués, c'est pour chez vous. oui, voilà, en gros, c'est ça et puis parfois, ben, on a découvert, ben, qu'il y avait, par exemple, un kyste de l'ovaire chez le fœtus, hein, chez un fœtus forcément chez une petite fille in utero, ben, ces bébés-là, on va quand même les garder en observation chez nous OK. pendant un petit temps, s'assurer que tout va Mmh. bien.
D'un point de vue maintenant logistique, parce que vous me parliez que voilà, l'attachement aux parents était important dans l'unité Oui, kangourou. Ici, le cas de quelqu'un qui a un enfant prématuré pour une raison ou pour une autre, hein, on se retrouve quand même dans un canevas où l'enfant naît et puis part direct tout oui, oui, seul oui, oui, oui. de l'autre côté. Alors, Comment ça se passe avec les parents, ça? Parce alors tout que... seul, on essaye que ce ne soit pas tout seul, puisque on va vraiment. La tendance est vraiment de prendre en charge le bébé, même en salle de naissance, le plus proche possible de sa maman ou du D'accord. papa, si vraiment ça ne, si vraiment c'est pas possible de prendre en charge en salle de naissance. Mhm. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait le transfert de la salle de naissance vers le centre natal. On va le faire en peau à peau sur le papa. Donc Ah c'est ouais. qu'on va essayer de faire le plus rapidement possible, si le bébé a besoin d'une CPAP, d'installer très rapidement la CPAP. Et puis le papa va prendre le bébé en peau à peau, en kangourou, sur vraiment une chaise longue simplement, et le transfert se fera de la salle de naissance aux soins intensifs néonataux sur cette chaise. Et puis là, par contre, il va quand même y avoir des choses qu'on ne sait pas faire sur le papa, même si les choses évoluent. Donc, pour mettre le cathéter, euh, faire une prise de sang. Il y a certaines prises de sang qu'on peut faire en kangourou, mais il y a les prises de sang en artérielle, il faut quand même que le bébé soit installé sur un plan dur. Mhm. Donc on Et essaye quand même de garder le contact ah oui, oui, oui. Et maximum. puis, voilà, effectivement. Et puis, on invitera, dès que le bébé est stabilisé et que son état le permet, on va proposer à papa et à maman de prendre le bébé vraiment en peau à peau. C'est important que ce soit vraiment Mhm. un contact physique entre la peau du papa ou la peau de la maman et la peau du bébé, le plus longtemps possible en néonatologie. Alors, c'est rigolo, c'est que le papa, il sait que réchauffer son bébé. Un papa, il réchauffe, je sais pas si c'est lié au poil ou quoi, je dis toujours ça en rigolant. Par D'accord. contre, une maman, elle va vraiment faire comme une couveuse. C'est un bébé à chaud, la maman va le refroidir, un bébé à froid, la maman va le réchauffer. Ah La ouais, maman va vraiment servir quasi de couveuse à ses bébés et vraiment permettre une régulation de la température du d'accord. bébé. Alors, cette technique kangourou, elle date des années 70, elle a été développée en Colombie. On s'est rendu compte, il y avait beaucoup de naissances prématurées parce que c'est aussi des populations qui sont quand même assez paupérisées et où l'hygiène n'est pas forcément Mhm. extraordinaire. Et donc, dans un service de néonatologie, ils étaient en manque de couveuses et donc ils ont proposé aux mamans de prendre les bébés en peau à peau le plus longtemps possible. Et en fait, il y avait là-bas, c'est même quand les mamans ne savent pas porter, c'est les grands-mères qui viennent porter. Et tout le monde s'occupe par contre des autres enfants, même si la maman d'autres enfants, tout le monde Mhm. gère le reste. Mais donc, elle va vraiment tout faire avec son bébé en peau à peau. Et on s'est rendu compte en fait que ces bébés qui étaient portés, ils allaient mieux que les bébés qui allaient en couveuse, en fait. Ils Ah oui. grossissaient plus, ils étaient plus rapides, ils atteignaient une autonomie alimentaire beaucoup plus rapide que quand ils restaient, Donc on essaye dans la d'intégrer ça couveuse. dans Voilà. l'hôpital, quoi. Alors, l'idéal pour un service comme le mien, ce serait d'avoir des chambres maman-bébé dès les soins intensifs, Ouais. pour faire ce qu'on appelle vraiment du complex care. Vraiment, on envisage vraiment la dyade maman-bébé comme une dyade et pas la maman à part et le bébé à part. Malheureusement, nous, on a vraiment un open space, on a vraiment juste une place pour avoir le fauteuil de papa, le fauteuil de la maman. On n'a pas vraiment, il y a pas de toilette dans le service pour les parents, donc ils doivent sortir de l'unité. Il n'y a pas non plus il y a une mini cuisine, mais qui est vraiment tout au fond de Mhm. l'unité, donc voilà, Un manque logistique, quoi. un manque logistique. Mais donc, ça fait 14 ans que je travaille, ça fait 14 ans qu'on demande de nouveaux services. Mais le papa qui vient comme ça avec son bébé, avec son enfant Oui. sur le ventre, la maman suit. Ah non, euh, la maman, elle doit quand même être stabilisée en salle de naissance. Il faut ouais. quand même, on va Mais je veux pas dire, elle prendre. va arriver après, Oui, quoi, oui, c'est oui, ça? voilà. Mais qu'est-ce qui se passe en fait pour. C'est quoi le suivi type? Quelqu'un qui maintenant va avoir un enfant qui est prématuré, et c'est quoi le suivi qui va suivre et à quoi s'attendre pour les parents? Ah voilà, voilà. Donc malheureusement, on ne va pas plus vite en dehors du ventre de sa maman qu'à l'intérieur. Donc Mhm. ça veut dire qu'on a vraiment des séjours qui sont prolongés. Hein, ce n'est pas, si un bébé est né à 24 semaines, en général, il va plutôt sortir aux alentours de 39-40 semaines. Hein, donc Ah oui, ça fait quand même quasi 16 semaines chez nous, donc 4 mois. Donc ça fait long, ouais. oui, oui, ça fait très long. Donc on dit souvent, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc il faut aussi ménager ses forces. Et c'est souvent, j'imagine comme un marathon, j'ai jamais fait de marathon de ma vie, j'en ferai jamais, mais j'imagine que c'est les derniers kilomètres Oui, les plus difficiles. qui sont les plus pénibles et les plus longs. Mais donc, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'intégrer les parents dans les soins, de leur proposer d'être présents le plus possible. Maintenant, heureusement pour les mamans, c'est que la durée du congé de maternité est prolongée de la durée du séjour en néonat. Par contre, pour le papa, c'est pas encore le cas. Donc, le papa va bénéficier de congé paternité classique.
Et ça, c'est une demande que des associations de parents Ah essayent ouais. de. C'est-à-dire que le papa parfois reprend le Ah oui, il boulot, reprend le boulot alors que le alors que bébé est l'enfant est toujours. toujours en soins Oui, intensifs. oui, oui. Ça doit être compliqué, Oui, hein. ça, c'est quand même compliqué, Et oui. vous, par rapport à ça, comment est-ce que vous faites pour, accompagner les parents dans ce moment qui est vraiment angoissant en termes logistiques, en termes d'angoisse pour, leur enfant et puis le papa qui repart au travail, maman qui doit gérer toute seule à l'hôpital, enfin qui ne peut même pas rester tout le temps à l'hôpital, si j'ai bien compris? Mais donc effectivement, donc grâce à notre unité kangourou, les mamans de tout petits, on peut parfois leur proposer de rester ce qu'on appelle en hébergement, c'est qu'elles Ah occupent oui. une chambre où elles restent au sein de l'hôpital. Et ça veut dire que chaque fois qu'il y a des soins, on les appelle et donc mais elles viennent pour participer aux soins de leur bébé et puis après quand ou les alimenter si c'est possible, pour les mettre au sein de manière un peu, Mmh. de manière systématique. Mais effectivement, ce sont des séjours qui sont longs, ça demande, surtout quand il y a d'autres enfants, ça demande une logistique. Ça veut dire que tout le reste de Ah la ouais, ouais. famille doit gérer, les plus grands parce que papa non seulement, bah, il peut pas être présent, mais en plus il doit s'occuper, c'est un grand frère ou une grande sœur, Ouais, bien il sûr. doit il doit gérer le reste. Quand on a un tout petit, qu'on a d'autres enfants et qu'on n'a pas un tissu, familial, étoffé, c'est vraiment compliqué. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prévus dans l'hôpital pour, je sais pas moi, un suivi psy, un suivi, une Oui, oui, bien aide, sûr, bien sûr. Et donc on a donc, 2 psychologues, une psychologue qui est ça dédiée à c'est bien. l'unité kangourou et une psychologue qui est dédiée, à l'unité de soins intensifs. Alors, on a aussi nos PEPS de l'ONE qui sont, donc les partenaires enfants-parents, parce qu'on n'a pas d'assistante sociale, mais ce sont les PEPS de l'ONE qui assurent, PEPS. Oui, je oui, vois. voilà, qui assurent ce travail-là et qui vont aussi, ben, aider les parents parce que, financièrement, ça va avoir aussi, un coût parce que parfois on va conseiller aux parents de la pour les tout petits, pardon, la collectivité, elle n'est pas recommandée, Mmh. au moins si on se les au moins le premier hiver donc ça veut dire souvent on va encourager la maman à rester à la maison donc de faire une demande pour un congé parental ou pour voir toutes les aides qui sont possibles à trouver Mmh. pour aider les mamans. Voilà, alors, comme je me plains un tout petit peu qu'on n'ait pas de chambre, individuelle, mais donc comme on a un open space, il y a quand même un tissu de liens qui se fait, entre les différents parents qui sont présents, avec les infirmières et je trouve que, Une alors, cohésion. oui, bon, on est quand même une espèce de petite famille un peu Ouais, isolée ouais. où les gens échangent quand même, les gens échangent quand même vraiment beaucoup. Et où, voilà, ça devient effectivement leur maison pendant le temps de l'hospitalisation donc Mmh. Tout à il y fait. a beaucoup de liens qui se créent quand même Mmh. avec l'équipe infirmière. Vous écoutez le petit podcast. Et la maman qui, elle, reste là ou le Oui. papa, hein, bien sûr, mais vous parliez tout à l'heure de donner un maximum de place aux parents. Qu'est-ce que lui ou elle peuvent faire avec leur enfant? Parce qu'on parlait du pot à pot, mais est-ce qu'on peut encore le faire, le pot à pot, malgré tout, toutes Ah oui, les oui, soins oui, qui oui, sont oui, mis en place? franchement, même, allez, il faut vraiment que le bébé, soit très malade, c'est-à-dire où il est intubé, ventilé ou s'il a un drain thoracique, si en mobilisant, on risque de Mmh. faire partir un drain, ben, ça forcément, il vaut mieux pour le bébé, c'est qu'on ne soit pas obligé de lui remettre un drain. Mais vraiment, on va les encourager, à porter. Ils participent aux soins, comme je disais, ils vont peser leur bébé, ils vont prendre la température, ils vont faire les petits soins de bouche, ils vont laver leur bébé, ils vont faire les soins de siège. Donc ils vont vraiment être intégrés dans les soins Mmh. de leur bébé. Ils vont le porter. Alors on a aussi, un projet lecture, c'est qu'on s'est rendu compte, c'est que ces bébés tout petits finalement, il y avait beaucoup de bruit, hein, mais les bip bip, des monitoring, parfois un peu les infirmières qui parlaient, parfois sans doute un peu trop fort ou les médecins qui parlent un peu trop fort. Mais ils étaient quand même beaucoup moins en contact avec une voix humaine qu'un fœtus qui restait dans le ventre de sa maman. Parce Ah ouais, qu'un ouais. fœtus, il entend en permanence, ben, la voix de sa maman, la voix de son papa, aussi, puisqu'ils sont quand même souvent fort proches. Et donc on va encourager les papas et les mamans à lire en fait des Ah oui, livres leurs à leur enfants. bébé et c'est marrant parce que quand ils lisent, chez les tout petits, hein, je vous dis parfois des 24 semaines à qui on lit des histoires, ben, c'est des enfants à qui on va continuer à lire pendant toute la petite enfance et on sait que l'intérêt de la lecture, c'est qu'ils vont commencer l'école maternelle avec, un vocabulaire beaucoup plus étendu que les enfants à qui, Ah oui, donc ça on commence n'a pas lu déjà beaucoup. chez vous, Oui, quoi. oui, oui, tout à Ah, fait. c'est incroyable Oui, ça, oui, je ne savais franchement. pas du tout. Bah, c'est vrai que c'est déjà une chose en plus que les parents peuvent faire en néonat, Oui, oui, oui. Bah, c'est c'est sûr qu'ils sont intéressant. un peu dépossédés, hein, que c'est Ouais, aussi, ouais.
parce que les infirmières, enfin l'équipe soignante va prendre beaucoup de place, mais progressivement, on Mmh. va vraiment essayer de s'effacer. Et puis ce qu'il y a aussi, on s'attend toujours à avoir un beau gros bébé de 3 kilos, tout Ouais, c'est rose, ça. un peu le joli bébé Corolle. Et puis là, on se retrouve avec un petit bébé qui parfois fait 500 grammes, Un petit ressemble plus, oisillon. oui, un petit oiseau tombé du nid. Et donc au début, ça c'est difficile Ouais, pour... ouais, je Et il y a comprends. des parents qui nous disent, parce que nous, forcément, à force de nous occuper de tout petit, nous, on les trouve beaux. Et quand tu dis: «Oh mon Dieu, comme il est beau», les gens nous disent: «Mais enfin, arrêtez, il est laid, vous voyez?» Mais non, mais non, 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 il est beau. Et c'est vrai qu'il faut aussi accepter qu'on n'est pas toujours d'accord Ouais. et que si les parents nous disent: «Non, arrêtez de dire que mon bébé est beau parce que moi je le trouve laid», ben, Oui, c'est difficile. voilà, il faut accepter que ben, on fait un peu le deuil de l'enfant parfait. Et Mmh. comme pour tout deuil, il y a toujours Un certain temps, un il y a des certain temps, il y a des phases à passer, mmh avec une phase particulière pour la maman qui est vraiment la culpabilité. Une maman qui donne naissance à un bébé prématuré, elle se sentira toujours coupable. Peu Ah ou oui. prou, alors même si on a beau la déculpabiliser, lui dire que il y avait il y avait rien à faire, quelque part, elle va C'était son dire, rôle, quoi. voilà, Mmh. j'ai été incapable Mmh. de mener à bien cette grossesse, et j'ai été Mmh. incapable de faire ça. Et donc c'est aussi un travail qu'on va faire de déculpabiliser Mmh. ces mamans. Et ce qui est assez rigolo, c'est que ça a été une inquiétude, et qui reste une inquiétude chez les professionnels de la néonatologie, c'est de créer vraiment ce lien d'attachement entre les parents et leur bébé. Et heureusement, des études qui nous ont montré que, à l'âge adulte, donc c'est les Finlandais d'abord qui ont commencé à publier ces études avec des anciens grands prémas, mais qui sont nés au début des années 80, où je ne dis pas qu'on était au balbutiement de la néonatologie, mais on a quand même fait beaucoup de progrès entre-temps. Et on se rend compte que ces enfants donc, qui étaient nés très prématurément et qui sont devenus adultes, finalement, qui restent beaucoup plus longtemps à la maison que les enfants qui naissent à terme, qu'ils ont des comportements qui sont beaucoup moins à risque que les enfants qui naissent à terme, et qui, ben, par exemple, ils fument moins, ils ont aussi leur première expérience sexuelle plus tard que les enfants Ah oui. qui naissent à terme. Et donc on se dit finalement, est-ce qu'on fait trop bien notre job et qu'ils restent trop attachés à leurs parents? Non, mais je rigole bien sûr, mais parfois ce qui se passe, c'est que moi je trouve qu'après le séjour en néonat, on a un peu 2 teams, quoi. On a l'équipe de mon bébé il a survécu à Toussaint, mon bébé Mmh. est un warrior, et donc je fais comme s'il n'avait rien eu du tout. Et au contraire, des parents qui ont vraiment été tellement inquiets, tellement dans l'angoisse, et qui parfois, En surprotection. oui, voilà, ont du mal à voir que leur bébé est capable de faire plein de choses. Ah oui. Et ça, c'est vraiment notre rôle aussi, et ça va être le rôle après du suivi de la grande Ouais. prématurité, c'est de pouvoir montrer à ses parents tout ce dont est capable l'enfant. D'accord. Mais on va juste, y revenir après, parce que j'aimerais bien qu'on revienne au tout début, de la prise en Dis-moi. charge. Juste que vous nous parliez du fait, quand l'enfant arrive dans votre service, c'est quoi les enjeux, de prime abord, que vous avez, Ah sous ben, l'enjeu principal chez les tout petits, c'est la survie, hein. OK. Donc nous, on prend en charge les enfants à partir de 24 semaines Ouais, de grossesse, donc ce qui est quand même pas beaucoup. et avant, si ça arrive qu'il y ait des enfants Ça peut avant? arriver. Alors en Belgique, pour le moment, le consensus, c'est de prendre en charge 24 à semaines. 24 semaines, et si l'enfant pèse au moins 500 grammes. Maintenant, dans beaucoup de pays Ça, dans le c'est pas monde, ils prennent en charge à partir de 22 semaines. Les Japonais, par exemple, et ils ont d'assez bons résultats avec les bébés qui naissent à 22 semaines. Maintenant, les Japonais, ils ont une infirmière et un néonatologue attitré pour chaque enfant qui naît ah à ouais, 22 ouais. semaines. Alors, on n'a pas ça chez nous, ça c'est sûr, mais c'est vrai que donc, si on prend en charge à 24 semaines, on essaie toujours de rencontrer les parents en anténatal. Mmh. On va leur expliquer les enjeux. On dit aussi pourquoi on prend en charge à 24 semaines, parce qu'à 24 semaines, on a plus de 50 de chances de survie sans séquelles graves, parce que c'est pas tout de survivre, mais il faut survivre avec une qualité de vie Acceptable, qui ouais. est acceptable. Enfin, Ouais. on n'est pas là pour maintenir à tout prix un enfant chez qui on sait qu'il sera porteur de graves handicaps. Enfin, on ne va pas maintenir des réanimations très intensives chez des bébés qui présentent des lésions cérébrales majeures, et on sait qu'ils sont Ouais, bien incompatibles avec sûr. une qualité de vie qui sont suffisantes. Mais donc avant 24 semaines, à la demande expresse des parents, on peut prendre en charge
plus tôt et on a des bébés qui sont nés, mais c'est des bébés qui sont nés à 23,6 ou 23,5, 23 semaines, 5 Ça ch septièmes, hein, ça donc touche, quoi. voilà. Ouais, ouais, je Mais vois. pour le moment, il y a en Belgique, un groupe de travail auquel, on est plusieurs professionnels du CHR de Namur à participer, à ces discussions pour voir si effectivement on doit avancer cet âge de prise en charge. Mmh. Et par exemple, les Néerlandais les Hollandais donc ont fait la même démarche et ils ont dit que oui, ce serait bien de commencer à 22 semaines, sauf que malheureusement, ils disent qu'il manque déjà d'équipes en nombre, suffisant pour prendre en charge les 24 Ouais, c'est semaines. plutôt une histoire d'appui logistique Oui, c'est derrière. ça et Ouais, c'est toujours, oui. toujours pareil. Eh ben, voilà, Oui. l'argent, ça Ouais, reste mais quand ceci même dit, le 24 semaines, c'est déjà vachement tôt et puis surtout quand vous dites 500 grammes, ça me paraît rien du tout. Donc c'est vrai que oui, mais c'est parfois et ça en devient des adultes oui, tout à fait oui. normaux, mais c'est vrai que Mais ça paraît d'ailleurs, vraiment vous dites, des extraordinaire. adultes tout à fait normaux, c'est la question suivante. Ce que j'avais envie de vous poser, c'est ces enfants qui démarrent finalement tellement plus tôt dans ce monde, est-ce qu'on rattrape à terme tout le temps le développement moteur, on rattrape tout le retard qu'on Alors, donc, notre particularité en néonat, c'est qu'on va toujours parler en âge corrigé et en âge réel. Mmh. Donc l'âge réel, c'est l'enfant né à 24 semaines, mais il a 1 mois de vie. Son âge réel, c'est un mois de vie, mais son âge corrigé, il n'est qu'à 28 semaines. Ouais, ouais. Et donc on va toujours comparer le bébé qui naît à 24 semaines, mais qui a 6 mois de vie, mais qui normal 6 mois de vie, mais qui n'a un âge corrigé que de 2 mois, on va pas le comparer avec un enfant qui a 6 mois, qui est déjà, qui couché par terre, prend ses pieds en main, met tout Ouais, dans la bouche, oui, bien et sûr. gazouille. On va le comparer avec un bébé de 2 mois, même si dans la plupart du temps, il va être situé son développement va être un peu entre 2 et 6 mois finalement. Parce que Ah oui. la naissance est vraisemblablement le plus gros stimulus qu'on aura jamais dans toute sa vie. La mort, je n'en sais rien, je suis pas prête de le savoir. Mais bref, on sait que le fait de naître va provoquer quand même une maturation accélérée et nous, on parle d'âge corrigé jusqu'à l'âge de 2 ans et donc on considère qu'à 2 ans, on balaye vraiment, la prématurité et on ne tiendra plus compte pas on ne tiendra plus compte de ces quelques semaines où l'enfant était né, Ah oui, avant terme. Mais par d'accord. contre, la prématurité, ça reste malgré tout comment dirais-je? Un pourvoyeur de séquelles éventuelles. Mmh. Alors les anciens grands prémas, ça c'est aussi, je trouve un point un peu particulier, c'est que, nous les professionnels, on va, classer les enfants en handicap grave ou handicap modéré ou en handicap, léger et par exemple, pour nous, ce qui paraît grave, c'est que parfois l'enfant peut garder une discrète hémiparésie. C'est que quand on va le voir, courir, mais on voit qu'il y a quand même un côté qui est un petit peu moins fort, ce qui n'empêche pas de courir dans la cour de récréation et de faire du sport Oui, et bien qu'il a une sûr. fatigabilité un peu plus importante. Nous, par contre, on va considérer que c'est un handicap grave parce que c'est un handicap moteur qu'on va pouvoir codifier ou quantifier. Alors que par contre, on a quand même un peu plus de troubles de déficit, d'hyperactivité, de déficit de l'attention chez les anciens grands prémas. Et nous, on va considérer comme étant ça une séquelle légère ou modérée, alors qu'au quotidien, pour les parents, gérer un enfant qui est porteur d'un TDAH, c'est parfois beaucoup, beaucoup Oui, plus prenant c'est qu'un vrai. enfant qui a juste une discrète hémiparésie ou qui a juste une myopie. Ce qui a changé, c'est que sur ces 20 dernières années en néonatologie, on a toujours le même nombre de lésions cérébrales. C'est que c'est tout petit, on va régulièrement vérifier grâce aux échographies transfrontalières si leur cerveau présente des lésions et on a quand même à peu près, je dirais une dizaine de pourcents d'enfants qui vont présenter des lésions cérébrales Ouais, ouais. importantes, que c'est soit des hémorragies, donc vraiment des endroits où ça a saigné, ou ce qu'on appelle des leucomalacies, qui sont vraiment plutôt des petits kystes, qui montrent des endroits qui ont été en souffrance. Et alors bizarrement, on a le même nombre de lésions, mais l'intensité des séquelles a diminué sur les 10-20 dernières années. C'est depuis qu'on a mis en place les stimulations. C'est depuis que ces enfants, dès qu'ils sortent ou très rapidement après le retour à la maison, on va mettre de la kinébobate, enfin de la kiné, mais principalement de la kinébobate, parce que c'est vraiment la kiné qui va le mieux stimuler Mmh. ces,
c'est tout petit. Et le fait aussi d'avoir intégré les parents dans les soins, on va leur demander aussi de stimuler de manière importante les enfants à la maison. Et ces stimulations donnent vraiment des résultats extraordinaires. Mais justement, voilà, je voulais vous poser la question, c'est quoi les évolutions, finalement, les dernières évolutions qu'on a eues dans les services? Donc pas après, mais dans le service en lui-même. Vous parliez beaucoup du pot à pot, du fait d'amener les parents dans les services de soins Oui, intensifs. oui. Ça, c'est déjà un gros point. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont évolué ces dernières années dans les soins néonates? Ben, je pense que c'est les soins c'est les soins de Les soins de développement, hein. développement qui Il faut restent... se rappeler que dans les années 70, qui marquent vraiment le début de la Ouais. néonatologie, même si, les premiers fonds dédiés à la néonatologie, c'est, à la mort du fils, de Kennedy, puisqu'il Mhm. a un enfant qui est décédé, Patrick Kennedy est décédé alors qu'il était né à 35 semaines, donc pas un très grand prématuré, mais il est décédé d'une maladie de membrane hyaline, donc ce fameux déficit de surfactant qui avait été responsable de sa détresse respiratoire. Et c'est vraiment dans ces années 60 qu'on a vu des crédits qui ont été développés pour faire de la recherche en Ouais, néonatologie ouais. et que vraiment on a commencé à avoir des services en Belgique au début des années 70. Mais là, c'était service fermé, donc les parents ne pouvaient pas entrer dans le service où on voyait vaguement son bébé quand il naissait et on le récupérait Ouais. 3 mois après. Donc là, maintenant, vraiment, les parents sont intégrés et les choses qui évoluent vraiment, c'est qu'on essaye d'être le moins en moins invasif avec les tout petits. Donc on essaie de moins les ventiler, on va plutôt utiliser la CPAP ou même ce qu'on appelle des lunettes à haut débit. On va essayer on considère moins, je trouve, le grand prématuré comme étant un malade que plutôt un bébé qui est surtout, immature. Ouais, ouais. Et donc on va plus lui laisser montrer ce qui ne fonctionne pas pour vraiment être juste du support plutôt que d'être quelque chose de plus invasif ou plus Ok. intrusif. On va essayer de l'alimenter, par exemple, de manière plus rapide et avec de plus grosses quantités qu'avant. Avant, on leur met toujours des perfusions, on a toujours besoin de ces perfusions, mais je trouve qu'avant, on était vraiment très, très prudent pour l'alimentation et là, il y a quand même une tendance et les alimenter avec des plus grosses quantités, Mhm. plus rapidement. Et donc justement, dans tout cet environnement finalement à gérer avec ce petit bébé au milieu, vous avez qui comme équipe pluridisciplinaire qui tourne autour de cet enfant? Alors l'équipe, elle est vraiment très élargie. Alors, bah, d'abord, il nous faut, je vais parler vraiment au niveau technique, commencer par les locaux. Donc, Ouais. et ben, bah, nos locaux, il faut qu'ils soient entretenus et donc on a une super, dame qui s'appelle Annie qui est la dame, de service donc qui gère, la propreté, l'hygiène du service et Mhm. franchement, elle est vraiment super et Et qui était donc, un point majeur finalement ah, dans ce service. mais on a enfin vraiment on a besoin vraiment de tout le monde. Donc on a Annie qui gère, le nettoyage, du Annie. service. Alors on a aussi, on a une aide logistique. Notre aide logistique principale, c'est Véronique, c'est Véro, mais on a aussi des aides logistiques d'autres services qui viennent nous aider, qui Mhm. va entretenir les couveuses. On a aussi besoin du service biotechnique parce que, ben, nos appareils sont quand même des appareils de précision et font que ça fonctionne. Ce sont des appareils qui doivent être entretenus de manière très, très régulière, donc on a toujours la biotech qui est à notre disposition pour vérifier Mhm. que Ça tout va fonctionne bien. bien. On a, tous les produits médicamenteux, donc on a la pharmacie qui est aussi souvent très réactive et par exemple qui nous rend aussi beaucoup de services pour les alimentations parentérales. Donc quand le bébé ne sait pas être alimenté, on lui met un cathéter et en fait, il reçoit tout ce dont il a besoin par ce cathéter. Mais donc, c'est vraiment une alimentation, ça contient de l'eau, mais aussi des protéines, de la graisse, des oligo-éléments. Mhm. Et donc, notre pharmacie nous prépare ça sous flux stérile pour être sûr que tout soit fait de manière la plus stérile possible. On a les infirmières, forcément, qui sont aux soins et au chevet de tous nos petits patients. On a l'équipe médicale. On a des psychologues, on a aussi beaucoup de rapports avec eux, ben, nos collègues pédiatres pour l'après et pour l'avant, on a beaucoup de rapports aussi, avec les gynécologues obstétriciens, pardon. Et d'ailleurs, toutes les semaines, on se rencontre, on fait ce qu'on appelle la réunion Mhm. MIC-NIC, donc soins intensifs maternels et soins intensifs néonataux, pour parler de tout, où on mange, hein, donc c'est aussi le pique-nique, mais donc bah, puisque enfin, alors, je dis ça en rigolant, mais les soins, le MIC et le NIC, ça fait le PIC, c'est-à-dire les soins intensifs périnataux. Ok.
parce qu'on essaye effectivement d'avoir, on a beaucoup de rapports avec nos collègues gynécologues. S'ils ont un doute pour une naissance prématurée, grâce à eux, on va rencontrer les parents en anténatal quand les mamans sont hospitalisées, parce qu'il y a un risque que la grossesse arrive à son terme de manière plus précoce. Donc les mamans sont au MIC, au service de grossesse à haut risque, où il y a des très chouettes sages-femmes aussi. Donc on rencontre les parents aussi. Et puis, si on a besoin de spécialités connexes, forcément on a des chirurgiens, on a des radiologues, on a beaucoup de contacts avec eux, les médecins biologistes ou les pharmaciens biologistes, quand on a un doute sur un prélèvement, pour qu'ils travaillent avec nous aussi, pour qu'on ait avec eux 0,3 millilitres, elles arrivent à nous faire quasi 25 analyses. Donc, Ah oui. oui, oui, vraiment, c'est un... Oui, on voit le panel de gens qui tournent Ah autour, oui, oui, c'est oui, mais immense. clairement, oui, oui. Vous C'est parlez immense, de mais à la fois, on est fermé, oui, c'est ça, parce puisqu'on que vit un peu les uns sur les autres, mais effectivement, il y a toute une espèce de constellation, je oui, dirais, c'est de ça. services qui Vous parlez tournent autour de d'une autre. pluridisciplinaire, mais là, c'est vraiment, ça va dans tous les sens, quoi. Il y a vraiment tout type de personnes qui interviennent Oui, oui, oui. dans Puis le je vous disais, processus. enfin, j'espère n'oublier personne, mais on Pour a tous les les PEPS, autres, désolé. maintenant on a les PEPS de l'ONE, on a le service social, puis après on a aussi, maintenant on a notre secrétaire qui va, puisque ces enfants, ils sortent de chez nous quasi avec un agenda de ministre, parce que Ouais. on va quand même continuer à surveiller leur audition, être sûr qu'ils entendent correctement, qu'ils voient correctement. Et puis ils ont leur suivi pédiatrique classique, puis le suivi de la grande prématurité, où ils Mmh. vont voir une psychologue, un kiné, une neuropsychologue. Ah, Enfin, il y a du monde à oui, voir, voilà. Et donc effectivement. c'est notre secrétaire Linda qui va gérer vraiment le programme pour que les parents n'aient vraiment aucun rendez-vous à prendre OK. en sortant. Et juste pour faire un petit point prévention, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents de manière assez globale, même si vous disiez que la maman se sentait parfois un peu coupable, mais quelles sont les préventions qu'on pourrait mettre en place pour éviter au maximum la prématurité? Ah ben, d'avoir un bon suivi rapproché par sa sage-femme ou son Ouais. ouais, ou son médecin gynécologue obstétricien, effectivement, Mhm. de se reposer, hein, de se reposer aussi. C'est sûr que avoir un bébé qui est en cours de formation dans son ventre, c'est quand même important, et qu'il faut se mettre dans les meilleures conditions Mhm. possibles. Qu'elle laisse le papa aussi prendre Tout sa à place, fait, qu'elle se laisse tout à fait. gâter par papa et toute la famille Mhm. si elle a besoin d'aide, oui. Et si vous auriez un message, ah, si tu es, pardon, il faut vraiment que je dise le tu. Oui, tu as eu du mal, Eh hein. oui, j'ai eu du mal, j'ai eu du mal. Vous écoutez le petit podcast. Si tu avais un message à transmettre aux jeunes parents, donc que ce soit au papa ou à la maman, ce serait quoi comme message? Ça c'est difficile, hein, parce que je suis un peu bavarde, mais Il va falloir sélectionner. Vous êtes un peu bavarde, oui, on n'avait pas remarqué. non, allez, le message essentiel pour moi, c'est que, même si tout ne se passe pas exactement comme prévu, parce que c'est vraiment ça, Mmh. on n'imagine jamais avoir la case néonate dans son parcours de parent. C'est que, dans l'immense majorité des cas, ça se passe bien, et qu'il faut qu'ils se fassent confiance, et qu'ils fassent confiance, à leur bébé. Mmh. OK. Bah, finalement, on en revient toujours à la même chose, vraiment ce message de se faire confiance, c'est vraiment le point central pour beaucoup de professionnels de santé qui le disent souvent. C'est vrai que les parents, se faire confiance, c'est finalement eux qui savent quoi faire avec leur enfant. Oui, et on est là pour les accompagner Mmh. quand ils ne savent pas, mais qui vont apprendre plein de choses. Oui, je vois ça en plus avec le monde qui tourne autour. Par rapport, donc on va juste changer vraiment de sujet, changer d'axe parce que c'est un sujet qui vient souvent sur la table et donc on va l'aborder parce que je pense que tu as ton avis sur la question. J'aurais aimé aborder juste sur quelques questions les freins de langue restrictifs. Hem, pour toi, quel est ton avis par rapport à cette idée de frein de langue restrictif chez un nouveau-né? Comment on peut les identifier et qu'est-ce qu'il faut en faire? Alors effectivement, c'est un sujet, qui est quand même relativement vaste. Alors, il nous arrive quand même régulièrement, principalement à l'unité kangourou, quand le bébé commence déjà à bien téter, à se rendre compte que le bébé présente effectivement un frein de langue qui semble restrictif. Alors, moi je donne juste comme consigne aux sages-femmes, c'est qu'elles ne pose pas le diagnostic en disant, on peut se poser la question en disant: «J'ai l'impression que le frein est peut-être un petit peu court», mais c'est quand même
toujours au médecin qui va, enfin, c'est quand même plutôt le médecin, soit le pédiatre, soit l'ORL, si on a vraiment l'impression que c'est fort embêtant, qui va poser le diagnostic. Parce qu'une fois on parle de frein de langue restrictif, les parents sont effectivement persuadés que ça va vraiment poser un problème. Alors, nous, il nous arrive assez régulièrement de couper les freins de langue à l'unité kangourou, mais vraiment uniquement quand le frein est fibreux. Il est vraiment, on voit qu'il est vraiment transparent, qu'il n'y a pas de vaisseau. Et on a un tout petit outil, on soulève simplement la langue et on vient juste cranter. On met juste un petit glaçon pour anesthésier très localement la zone. On donne juste un tout petit coup de ciseau, ça ne saigne pas du tout et on voit vraiment très très vite que la langue est libérée et que la maman va dire très vite, surtout quand il est au sein, Mmh. qu'elle sent qu'il tète de manière différente et que c'est plus efficace. Au biberon, le frein de langue restrictif pose quand même rarement Le de problème. problème. OK. Je trouve parce que donc en plus de mon travail au CHR, j'ai un cabinet de pédiatrie générale où je fais de la pédiatrie générale. Et il m'arrive souvent, si le bébé grossit bien, s'il boit bien au sein, je ne vais pas alerter les parents sur un frein qui me paraît encore un peu court. Oui, oui. Mais je dis souvent, c'est qu'on fera le point quand l'enfant aura 1 an. S'il y a 1 an, l'enfant, il a encore sa petite langue en queue, on voit qu'il ne soulève pas encore très bien sa langue. À ce moment-là, moi, je les envoie chez un médecin stomatologue ou un chirurgien Ah ouais. maxillofacial Et qui, lui, va. pourquoi 1 an? Il y a un problème. Bah, parce que pour le faire, souvent, il va quand même falloir faire une sédation un petit peu plus importante quand vraiment il est musculaire, hein, et qu'il est Ah oui, oui. vraiment Ah, très qu'elle est restrictif. musculaire, oui, oui. Oui, quand il est vraiment plus serré et à ce moment-là, s'il faut opérer l'enfant, si on doit faire une anesthésie, j'aime autant que ça se fasse après l'âge de 1 an Oui, et oui. pas avant. Ça, c'est toujours un peu nous les pédiatres, on essaye d'éviter quand même toutes les anesthésies ou même les sédations profondes Ouais, je comprends. avant l'âge de 1 an. C'est pour ça que moi, je me suis un peu mis, le cut-off de l'âge de 1 an. OK. OK, très bien. Bah, merci pour cette, cette réponse claire. Mais une fois qu'on a coupé au ciseau comme Oui, ça, sur un fibreux, on est oui. d'accord? Comment ça se passe après pour la suite, Oh, il y a vraiment plus rien du tout. Mais on le coupe, les enfants, ils ont 2 ou 3 jours de vie, hein, donc Ah oui, oui, c'est vraiment, à la ah oui, oui, naissance, c'est vraiment à naissance, la quoi. naissance, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Et vraiment, ça, c'est vraiment super. C'est vraiment bizarre, c'est une espèce de petite pelle, comme une toute petite pelle qui est un peu crantée. Mmh. Et en fait, avec la pelle, on la glisse en dessous de la langue, on soulève et on voit juste et donc le frein fibreux est juste là devant. On a vraiment juste à faire Un un petit petit coup de ciseau. OK. OK, super. Beh, écoute, un grand merci en tout cas pour, toute cette analyse et ces Je t'en prie. explications pour la néonate. J'espère que ça aidera en tout cas les parents qui se retrouvent évidemment, qu'ils soient prévenus ou non d'arriver en néonate, ça fait toujours un peu peur, mais là au moins on aura déjà un aperçu, global de qu'est-ce qui nous attend en néonate. La dernière question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Toi qui as déjà un parcours qui est vraiment bien chargé et plein de projets là, je vois. Heu, Ah ben non, mon souhait, c'est qu'un jour qu'avant de prendre ma retraite, j'ai un nouveau service avec des chambres maman-bébé, des ah soins oui, intensifs. des aux intensifs, Ça, OK. c'est vraiment, mon souhait le plus cher pour qu'il y ait vraiment, de tendre vraiment vers le plus possible vers ce qu'on appelle le zéro séparation. Ah oui, oui. Mais voilà, Là, on a déjà fait un pas visiblement parce qu'avant, on attendait oui, 3 oui, mois oui, pour oui, voir son oui, oui, enfant. oui, mais maintenant, allez, quand on compare, enfin, je pense que les pays nordiques et principalement, la Suède, à Stockholm, les mamans et les papas restent 24 heures sur 24, pendant tout le temps de l'hospitalisation de leur bébé. Ils ont le bébé en kangourou, Ah oui, oui. full time et c'est eux qui ont quasi, les meilleurs résultats du monde en néonatologie. Oui, Donc, oui, oui. ça reste, un rêve pour moi, mais j'espère que, avant Bah, ma petit à retraite petit, oui, 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 d'accord. C'est un bel objectif. En tout cas, voilà. on te le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup, Jérémy. Je me permets aussi d'aborder juste le sujet. On m'a parlé de Préma-Namur, c'est, Oui, 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 toi qui oui, m'en oui. avais parlé. Est-ce que tu peux nous dire juste un point? Parce que si je me trompe pas, c'est de ton initiative? En fait, c'est de l'initiative effectivement qu'on a eue, c'est en fait, moi, je trouvais que ce qui manquait aux parents d'enfants, confrontés à la prématurité, c'est le partage de pères. C'est d'avoir des papas et des mamans qui avaient vécu la même chose et donc il y a maintenant 13 ans, donc on a créé cette ASBL, Préma-Namur, donc qui rejoint à la fois les parents d'enfants nés prématurément ou avec une naissance différente, Mmh. donc qui ont séjourné chez nous en néonatologie, mais aussi les soignants, donc les infirmières, les médecins. Et donc on organise
principalement donc un goûter des familles qui a lieu cet après-midi, donc qui D'accord. est un temps de partage et de convivialité et c'est gai de se voir en dehors de l'hôpital et de voir aussi comment les enfants, ont grandi parce qu'il y a des parents qui viennent avec leur petit bébé qui a 3 ou 4 mois et puis on a, des adolescents maintenant puisque, on a quelques jeunes qui est 12, 13 ans qui viennent encore au goûter de Préma-Namur. Ah, c'est mignon, ouais, ouais. Oui et puis comme ça les parents échangent beaucoup de manière Bah, ouais, informelle et oui, c'est quand même beaucoup plus sympa que de se voir, tout à fait, oui. à l'hôpital et on essaye aussi chaque année de récolter des fonds et donc on organise un spectacle, souvent un spectacle d'humour avoir, donc récolté des sous et donc avec cet argent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on finance j'ai parlé tout à l'heure de l'hébergement c'est que les mamans peuvent rester hébergées. Malheureusement, cet hébergement, il est payant parce que, on ne peut pas avoir des chambres gratuitement à l'hôpital parce qu'il faut Mmh. qu'elles soient entretenues, parce qu'il faut que les mamans mangent et donc grâce à Préma-Namur, on finance un certain nombre de lits. On essaye aussi, de financer pour les familles de tout grands prématurés, de leur apporter une aide concrète pendant le séjour. Et donc, par exemple, on a, offert des soupers, à une famille où pendant, 10 jours, le repas a été livré à la famille pour les plus Ah oui, grands. c'est génial. On a offert, des stages quand pour un grand frère, parce que, pour que ce soit un stage un peu plus sympa, donc on a payé le stage un petit un petit peu plus sympa que juste la plaine que juste la plaine enfin les plaines sont très sympas, c'est pas ce que je veux dire, mais avoir un truc qui soit, D'accord. enfin, qu'il Oui, je puisse vraiment comprends. choisir q le stage dont il avait, dont il avait envie et voilà, on finance aussi l'achat de livres. De livres qui ont, donc on offre à tous les parents un livre, c'est Dis-moi combien tu m'aimes. Offre aussi c'est un carnet de la prématurité, le carnet du tout petit, Mmh. où les parents peuvent noter leur impression, ils peuvent prendre des photos pour intégrer, pour voir vraiment le suivi, OK. de leur tout petit. Donc on essaye effectivement de soutenir, en tout cas, OK. la Est-ce que vous a parentalité au sens large et aussi de financer parfois certaines formations des infirmières si c'est compliqué de les financer avec l'hôpital. Ah oui, d'accord. Et est-ce que vous avez un site internet ou En fait, on a une page Facebook qui page s'appelle Facebook? Préma-Namur. Très Namur, d'accord. Voilà. Et on m'a dit aussi, mais je te prends un peu de cours parce que je pense pas on en ait parlé avant, que tu organisais un colloque ou c'est moi Oui, qui oui, non, 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 effectivement. est-ce qu'on peut en parler Oui, aussi? oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, chaque année, on organise, un colloque de périnatologie avec mes collègues, du MIC. Et cette année, le sujet, c'est quand médecine et droit se croisent, avec, tous les problèmes médico-légaux qu'il peut y avoir autour, de la naissance. Et donc, on a un chouette programme. On a d'ailleurs un avocat qui va parler du secret partagé, c'est savoir, ce qu'on peut se partager avec, les partenaires sociaux, avec, quand les parents viennent déposer quelque chose chez nous, qu'est-ce qu'on peut Ouais, effectivement oui. partager. On a un médecin légiste qui vient, un médecin légiste qui vient parler de fautes, erreurs ou aléas thérapeutiques. On a un autre médecin qui vient aussi parler du fond des accidents, médicaux. On a aussi un néonatologue qui va parler, des souffrances fœtales et de tout le problème médico-légal de ces souffrances qu'il peut parfois y avoir. Et on a aussi, c'est un cadre de santé française qui parle, c'est on prend en charge le professionnel qui potentiellement serait responsable d'une faute Ah oui. parce que, nul n'est parfait. Nous sommes tous Ouais, je faillibles comprends. et que c'est parfois très difficile à vivre avec l'idée que, on a pu potentiellement causer du tort, Mmh. à un patient. Ouais, le Et sujet donc était très voilà. intéressant. Mais Ouais. donc c'est le 7 novembre ici au Palais des Congrès. D'accord, C'est ouvert, aux médicaux et aux paramédicaux, c'est mais j'ai des entendu. copines avocates qui viennent aussi donc D'accord. puisque c'est aussi comme c'est vraiment un colloque qui se veut à cheval en tout cas sur les 2 disciplines. Ah oui, bah, c'est un sujet intéressant. C'est vrai que c'est inattendu et très intéressant et rarement abordé, donc Voilà. très bien. Bah, écoute, moi, je pense avoir fait le tour des questions que j'avais à te proposer aujourd'hui. Eh Je ne ben, sais c'est pas si tu as parfait. l'envie d'ajouter quelque chose? Non, il me semble que j'ai déjà beaucoup parlé. Tu as dit pas mal de choses, c'est vrai. J'espère que tout est enregistré. Heu, Super. Merci en tout cas pour l'invitation, beh, Jérémy. je t'en prie, ça m'a bien fait plaisir, de t'avoir avec nous aujourd'hui, de Tant mieux. représenter, le CHR de Namur et puis, le service en lui-même. On aura eu tous les noms, on aura eu Linda, Annie et on leur dit Véronique, voilà. bonjour d'ailleurs. Et en tout cas, un grand merci d'avoir joué le jeu parce que Merci. parfois, c'est vrai que c'est inattendu en tant que médicos de se retrouver dans un studio d'enregistrement, mais ça fait plaisir que vous ayez joué enfin, que tu aies joué le jeu.
Merci à vous également de nous suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur YouTube ou Spotify. Merci pour votre intérêt pour le podcast. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous parce que c'est comme ça qu'on arrive à le faire connaître et à le faire vivre. N'hésitez pas également à commenter. On essaiera de répondre à toutes vos questions. Merci pour votre intérêt. Encore merci Elisabeth pour votre présence aujourd'hui Merci, et Jérémy. à bientôt.